Regardons à présent le volet potentiel minier de l'AES. 3 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie des 3 États. Une caverne d'Ali Baba quand on regarde à la richesse du sous-sol. La création de l'AES répond aussi de protéger ces trésors du bradage et de la convoitise pour en faire profiter les populations de l'espace. Un coup d'œil sur le potentiel minier du sous-sol de l'AES avec Franck Ouetraogo et Tanga Kafandou. Avec une population de plus de 75 millions d'habitants, soit 24 478 000 habitants pour le Mali, 27 166 000 habitants pour le Niger et 23 628 000 pour le Burkina Faso, l'AES, c'est une population jeune en majorité et l'espace constitue un potentiel marché au cœur de l'Afrique occidentale avec une ouverture sur le Maghreb. L'AES, c'est également une superficie d'ensemble de plus de 3 millions de kilomètres carrés avec une géologie très diversifiée. Il y a des points communs aux 3 pays et ça correspond d'ailleurs aux formations géologiques les plus anciennes, des formations d'âge précambrien, plus précisément paléoprotérozoïque. Et c'est dans ce domaine-là qu'il y a un potentiel important en métaux et surtout l'or. Ce domaine précambrien paléoprotérozoïque, il faut dire, pour les 3 pays, la plus grosse part se retrouve au Burkina. Une partie au Mali et une partie au Niger. Maintenant, un autre espace qui est commun au Burkina et au Niger, ce sont les formations d'âge néoprotérozoïque. C'est également précambrien, mais c'est un bassin sédimentaire dont le remplissage déborde un peu sur le phanérozoïque, notamment le paléozoïque. Et ce bassin sédimentaire, je crois qu'il y a des indices de pétrole qui ont été mis en évidence du côté du Mali, qui a la plus grande partie du bassin, même dans tout l'espace sous-régional, la plus grosse part se trouve au Mali. Il y a des indices de pétrole qui ont été mis en évidence dans ce bassin. Et du côté Burkina, les recherches sont très peu avancées. Je crois que nous sommes au début et on espère également qu'on mettra quelque chose en évidence dans cet espace. Maintenant, pour ce qui concerne le Niger, il y a également des formations sédimentaires. Du côté extrême est, ça correspond à ce qu'on appelle le bassin de Ilo-Médène. Et le Niger a commencé à produire du pétrole. Et le pétrole, c'est dans ce bassin. Mais également, le Niger a des formations magmatiques beaucoup plus récentes, appartenant à ce qu'on peut appeler les néoprotérozoïques. Donc, en termes de potentiel, l'espace AES a beaucoup de potentiel. Bon, dans tout ce que j'ai cité, je n'ai même pas cité l'uranium du Niger. Un potentiel qui suscite beaucoup de convoitises et qui explique les enjeux sécuritaires du moment, selon les spécialistes. Je crois personnellement que les richesses du sous-sol ont quelque chose à voir avec cette situation sécuritaire. Je crois qu'à partir d'un certain moment, certaines personnes ou bien certains États ont convoité ce qui se trouvait dans le sous-sol d'autres pays. Et c'est de là que la chose est partie. Je crois qu'il y a des puissances étrangères qui ont la main en dessous. Ils cherchent à troubler l'eau. Et souvent l'expression, on le dit, pêcher à nos troubles. Tant que l'eau n'est pas troublée, et on ne peut pas pêcher là où on ne doit pas pêcher. Mais quand le milieu est troublé, on fait ce qu'on veut. L'exploitation de ces ressources demande de gros investissements sur la recherche et les ressources humaines compétentes et surtout une stabilité de toute la région. Il va falloir que les pays de l'AES regardent de ce côté. En réalité, les compagnies minières, les compagnies étrangères sont rentrées parce que du côté de nos États, il y a très peu d'investissements dans ce sens-là. Il y a très peu d'investissements dans ce sens-là. Donc, ceux qui sont chargés de mettre en nu ces ressources du sous-sol, c'est juste peut-être pouvoir mettre en évidence des indices. Mais après, le restant de l'investissement est très lourd. Et un État peut peut-être supporter un pourcentage raisonnable. Et c'est ce que je disais, il y a des pays africains qui s'en sortent très bien. Parce que ces pays-là se posent comme des actionnaires majoritaires des projets miniers. Pendant que la compagnie étrangère est en train d'investir, l'État aussi met la main à la poche. Et lorsqu'on met en évidence la ressource,
il est évident que la part de l'État aussi est proportionnelle à ce que l'État a mis là-dedans. Et en plus du fait que le sous-sol appartient à l'État en question. Ensuite, le stade d'exploitation. Pour que nos États prospèrent, il faut qu'ils forment des techniciens qualifiés dans ce sens-là. Et en tout cas, s'assurer qu'au moment de se partager les bénéfices de l'exploitation, l'État prendra en tout cas une part qui n'est pas comme aujourd'hui des miettes. Et je crois que c'est sur ça qu'on peut s'appuyer pour peut-être développer d'autres secteurs. Moi, je pense beaucoup à l'industrie de l'armement. Vous ne pouvez pas faire la guerre si vous ne fabriquez même pas une arme. Mais vous allez pouvoir acheter une arme, on vous dit vous avez l'argent, c'est bien, mais on ne veut pas vous vendre l'arme, vous faites la guerre avec quoi. Donc il faut peut-être s'enrichir pour développer une industrie propre d'armement qui appartient à notre sous-région et pouvoir apporter la réplique à celui qui vient nous agresser le moment venu. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso signent la charte de l'Utako-Gourma qui donnera par la suite naissance à la Confédération de l'AES. Une décision qui traduit donc une bonne lecture de ces enjeux à l'heure de la reconfiguration géopolitique et géostratégique mondiale.